aujourd'hui devant notre commission M. Philippe Baptiste, qui est ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour évoquer avec lui sa feuille de route en matière de recherche, de technologie et d'innovation, qui sont des éléments essentiels pour la croissance et pour la compétitivité de notre économie. En premier lieu, Monsieur le ministre, nous souhaiterions vous entendre sur votre vision globale des performances de la France en matière de recherche et d'innovation. Permettez-moi à cet égard de rappeler quelques données. L'effort de recherche français, c'est-à-dire la dépense intérieure de R&D, rapporté au PIB, s'élève à 2,2%, un chiffre qui reste nettement en deçà de l'objectif de 3% fixé par l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Horizon Europe, et chiffre très inférieur à l'effort consenti par des pays tels que la Corée du Sud, Israël ou les États-Unis. La France est le 9e pays participant le plus à des publications scientifiques, avec une part de 2,4% des publications mondiales, et elle est au 6e rang mondial en matière de brevets, avec 3,4% des demandes de brevets déposées dans le monde, derrière la Chine, les États-Unis, le Japon ou bien l'Allemagne. Pensez-vous, Monsieur le ministre, qu'il soit possible de faire mieux dans les années à venir? Et comment améliorer la place de la France dans la compétition mondiale pour la recherche et l'innovation? En ce qui concerne la recherche publique, le budget 2025, adopté dans les conditions très difficiles que chacun connaît, dont vous n'êtes pas forcément responsable puisque, compte tenu de ce qui s'est passé, a été globalement protecteur pour cette politique nationale prioritaire, dont le caractère stratégique a été réaffirmé par la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020. Alors que vous avez annoncé que vous alliez activer la clause de revoyure de cette loi de programmation de la recherche, nous souhaiterions savoir comment vous allez travailler dans les mois à venir pour préserver une dynamique de réinvestissement dans la recherche publique en dépit du contexte budgétaire que nous connaissons, et quels seront les grands secteurs que vous entendez financer en priorité dans le cadre de la mission budgétaire de votre ministère ou de celui du plan France 2030. S'agissant de la recherche privée, nous voudrions connaître vos pistes afin d'améliorer l'efficience du soutien public. En effet, alors que la France est l'un des pays qui apporte le plus fort soutien à la R&D des entreprises, notamment via le crédit impôt recherche, dont le montant devrait représenter 7,5 milliards d'euros en 2025, la dépense de R&D des entreprises demeure insuffisante en comparaison, là aussi, des dépenses privées dans les autres pays industrialisés. Comment accroître les dépenses des entreprises tout en dimensionnant mieux nos dispositifs de soutien public à la recherche et à l'innovation? Comment faire évoluer le crédit impôt recherche de sorte qu'il profite davantage aux TPE-PME, et cela pour éviter aussi les effets d'aubaine dont bénéficiaient certains grands groupes. Vos attributions portent également sur plusieurs domaines stratégiques pour notre économie. J'en évoquerai deux particulièrement décisifs. Nous en évoquions un à l'instant de regarder cette photographie, donc celui de l'espace et celui de l'intelligence artificielle. Dans le domaine spatial que vous connaissez bien, puisque vous étiez jusqu'en décembre dernier PDG du CNES, quelles sont les priorités que vous portez au nom de votre ministère dans le cadre de l'élaboration de la politique spatiale française à l'horizon 2040, qui devrait aboutir d'ici le mois prochain? Êtes-vous préoccupé par la possible remise en question par les États-Unis des programmes de recherche communs menés avec la NASA, essentiels notamment pour comprendre le réchauffement climatique et ses conséquences? Comment réagir et sur quels partenaires s'appuyer pour conserver la même ambition en matière de recherche spatiale? Dans le domaine de l'IA, notre pays a accueilli un sommet mondial au mois de février dernier et connaît une dynamique très positive avec plus de 1000 startups dans ce domaine et une place de 3e pays au monde en nombre de chercheurs spécialisés en IA. Beaucoup a été fait ces dernières années
dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA et du plan d'investissement France 2030, avec quelques 2,5 milliards d'euros de fonds publics qui ont notamment permis la construction du supercalculateur Jean Zay, ou bien encore la création de centaines de chaires de recherche et de programmes doctoraux. Nous voudrions savoir comment vous comptez capitaliser sur ces premiers acquis, afin notamment de renforcer les maillons critiques de la chaîne de valeur de l'IA en France et surtout former et attirer les talents de l'IA dans notre pays. Voilà, Monsieur le ministre, quelques sujets que je souhaitais soumettre à votre sagacité. Les membres de la commission ne manqueront pas de les compléter à la suite de votre intervention. Et avant de vous céder la parole, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Voilà, je vous laisse la parole. Ensuite, je laisserai la parole à Patrick Chaize, qui est aujourd'hui notre rapporteur du budget pour avis sur la recherche scientifique. Et après, on ouvrira bien évidemment à l'ensemble de nos commissaires en prenant les questions 3 par 3 pour que vous puissiez répondre au fur et à mesure. Monsieur le ministre, en vous renouvelant encore nos remerciements pour avoir accepté cette audition. Et donc, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier très chaleureusement pour votre invitation. Alors effectivement, le ministère, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois que je me présente souvent comme le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur à titre un peu exceptionnel, puisqu'en général c'est plutôt le contraire, puisque vous savez que le rôle numéro 1 du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est traditionnellement de vérifier que les étudiants sont heureux dans leurs universités et ne s'égarent pas en dehors de l'université. C'est évidemment une plaisanterie. Le sujet, évidemment, de la recherche est absolument fondamental et absolument crucial. J'en suis profondément convaincu parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre autonomie stratégique, c'est l'avenir de l'innovation, c'est l'avenir de nos entreprises qui se joue à travers ces questions de recherche. Vous avez mentionné le chiffre de la DIRD, qui est effectivement de 2,2 ou 2,3%, qui résume à lui seul effectivement une difficulté majeure pour le pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et malgré les efforts d'investissement, on a du mal à décoller. On voit bien si je m'exprime un petit peu brutalement, on tire sur le manche, mais l'avion reste en... Voilà, on a du mal à dépasser ce 2,2%. Je reviendrai sur les chiffres, mais avec un très très gros retard des entreprises puisque la DIRD mesure l'effort de recherche à la fois pour les entreprises et pour l'État. Donc les entreprises sont très en retard par rapport aux autres pays qui ont des niveaux voilà, elles n'investissent pas assez dans la recherche et dans l'innovation. Et ça se traduit évidemment en termes de produits, en termes de type d'industrie qui est derrière. L'État est aussi légèrement en retard par rapport à aux autres grands pays de l'OCDE, mais évidemment très en retard par rapport évidemment aux pays que vous avez mentionnés, la Corée du Sud étant évidemment un exemple de mémoire. La Corée du Sud doit être à 5,4% de son PIB qui est investi sur la recherche. On est à 2,2%. L'Allemagne doit être 40% au-dessus de nous. La Suisse très significativement au-dessus. Les États-Unis aussi, etc. Donc effectivement, on a un vrai enjeu. Et je crois profondément, évidemment, chaque ministre va vous faire un plaidoyer sectoriel et je le ferai d'autant plus généreusement que c'est mon métier, la recherche et la technologie, donc j'y crois vraiment très profondément, mais je suis aussi profondément convaincu que cette question de la recherche, de l'innovation, elle irrigue notre pays et elle prépare l'avenir, elle fait les emplois, elle fait notre industrie et elle fait l'autonomie stratégique du pays. Et donc c'est pour ça, je crois vraiment qu'elle est essentielle. Voilà, je vais essayer donc merci pour votre invitation. La semaine dernière, comme vous l'avez vu, il y avait un sommet européen qui était sur la recherche, qui était le sommet Choose Europe for Science. C'était une bonne nouvelle, puisque c'était la première fois, me semble-t-il, que la présidente de la Commission et le président de la République présidaient ensemble un tel sommet sur la recherche. Et je vais simplement reprendre quelques mots du président de la République
qui, je crois, partage pleinement ce que j'ai dit précédemment sur l'importance de la recherche. L'autonomie stratégique à laquelle nous croyons n'est pas possible sans une science libre, ouverte, sans un investissement massif et durable dans la recherche fondamentale et évidemment dans la recherche appliquée, dans la capacité ensuite à la transmettre du public au privé. Cette vision, évidemment, je la partage. Elle est au cœur de la loi de programmation recherche qui est en place depuis 2020 maintenant. Et évidemment, pour laquelle nous n'avons fait qu'une partie du travail. Je vais y revenir après. Nous sommes à un tournant, je crois. On est à un tournant pour relever les défis autour du changement climatique, évidemment, qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, mais qui reste un enjeu absolument majeur pour le pays, pour l'Europe, pour le monde, tout simplement, hein, et sur lequel, en plus de ça, on voit nos grands partenaires nord-américains, qui sont en train d'interrompre tous leurs investissements, de les couper avec une brutalité sans limite, en étant parfois vraiment caricaturaux dans les choix, hein, puisqu'on a l'impression que quelque part, le président signe des décrets qui indiquent qu'il n'y a plus de le changement climatique est rayé d'un trait de plume, quoi. Enfin, c'est sympathique, mais ça n'existe pas. Et la problématique reste entière. Et donc, on a évidemment un sujet autour de ça énorme. La révolution de l'intelligence artificielle, les bouleversements géopolitiques. Donc, on ne peut pas rester dans une attitude immobiliste sur l'ensemble de ces sujets-là. Il faut investir, il faut se réengager. Voilà. Par la recherche, on regarde au-delà du présent, on invente de nouveaux possibles. Et puis par l'enseignement supérieur, évidemment, qui est le pendant naturel de la recherche, mais qui doit être forcément lié, hein. On forme les jeunes qui sont évidemment appelés à répondre à ces défis demain. Alors, je vais vous parler beaucoup de grands défis et de secteurs qui sont prioritaires. Je voudrais quand même, avant, faire un plaidoyer pour simple et qui pour moi est évident et qui, je pense, pour la communauté académique est évident. C'est un plaidoyer pour une recherche qui est une recherche libre. Elle est fondamentale. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas capable, dans un grand pays comme le nôtre ou comme les autres grands pays européens ou même nord-américains, évidemment, encore aujourd'hui, d'avoir une recherche qui soit une recherche libre, une recherche qui est tirée par la curiosité, une recherche qui est décidée, c'est très important, qui est décidée par les chercheurs, par les communautés scientifiques, par les communautés académiques, et pas décidée par un ministre ou pas décidée par un administrateur dans un bureau, dans un ministère. C'est pas comme ça qu'on doit choisir les grands programmes de recherche. On doit faire confiance aux scientifiques pour produire cette recherche qui est une recherche, pardon de l'anglicisme, hein, mais bottom-up, c'est-à-dire vraiment une recherche où on sélectionne les meilleurs projets scientifiques, ça monte et on les finance. C'est un pari derrière cette recherche-là. Pourquoi c'est un pari ? Parce qu'en fait, l'impact économique, sociétal de ces travaux qu'on finance est très incertain. Et très souvent, on va financer des travaux qui ne vont pas mener qui vont peut-être mener à une augmentation de la connaissance, etc., et c'est très bien, mais qui ne vont pas forcément avoir un impact socio-économique majeur. Et puis, il y en a d'autres, et c'est ça tout l'intérêt de ce mécanisme-là, qui vont avoir des effets qui sont extrêmement forts. Le nombre de très grandes inventions qui sont arrivées comme ça, hein, qu'on parle je vais prendre des exemples qui sont des exemples que vous connaissez tous, hein, la pénicilline, le téflon pour la poêle que vous avez, l'utilisation des micro-ondes pour réchauffer vos aliments, etc., etc. Enfin, on peut en faire des... Je veux dire, c'est des travaux qui n'ont pas été programmés, c'est des travaux qui sont arrivés par la curiosité. Et il y a des exemples innombrables. Et donc, c'est fondamental de conserver ça, évidemment. À côté de ça, et ce n'est pas incompatible, il faut qu'on soit aussi capable d'avoir de grands programmes, comme on l'a eu beaucoup dans le passé, comme on a oublié de le faire, je pense, pendant plusieurs décennies, de grands programmes assumés, où on a des sujets sur lesquels on veut investir et où on demande à nos agences, à nos organismes de recherche, de prendre des risques et d'assumer ces risques et de mener les grands programmes. Et donc, c'est bien cette double articulation où à la fois on doit financer un socle libre et en même temps assumer des choix qui sont des choix verticaux en disant on a de grands enjeux, il faut avancer dessus, et je vais en citer quelques-uns. Et ça, c'est les agences de programme qu'on est en train de mettre en place et de financer. Ces grands enjeux, ils doivent être assumés et programmés. Donc, c'est bien les deux qu'on doit faire. Alors, ces agences, hein, il y en a au total 7 ou 8, pardon. Le climat, la biodiversité, société durable. Alors, à chaque fois, on a essayé de construire des choses qui sont pour éviter de créer de nouveaux monstres administratifs.
on a essayé de confier les sujets à des monstres administratifs existants. Pardon, je retire ce que j'ai dit, à des agences ou à des organismes qui aujourd'hui ont déjà une existence. Donc on a essayé d'éviter de faire de la suringénierie administrative. Donc ce sujet climat, biodiversité, société durable est porté aujourd'hui par le CNRS. Agriculture, alimentation durable, forêt, ressources naturelles est un sujet qui est porté aujourd'hui par l'INRA. Le numérique et toute l'algorithmique porté par l'INRIA. La santé à l'INSERM, les énergies décarbonées au CEA, les composants microélectroniques, etc. au CEA et le spatial au CNES. À chaque fois, ce qu'on demande à ces différentes agences, ce n'est pas de travailler pour elles-mêmes, ce n'est pas le CNRS qui travaille pour le CNRS ou l'INRA qui travaille pour l'INRA, c'est bien de travailler pour l'ensemble de la communauté scientifique et de porter des programmes et des stratégies qui sont des programmes qui sont globaux, couvrants et qui répondent à des besoins qui sont aujourd'hui des besoins essentiels, parce que derrière chacun des sujets qui est là, on voit bien qu'on a des pans entiers, soit de notre économie, soit de notre autonomie stratégique, qui sont derrière et qui sont couverts. Voilà. Alors, peut-être quelques mots simplement, vous avez mentionné le spatial, peut-être quelques mots sur le spatial plus spécifiquement, pour vous dire que 2025, c'est une année qui est une année tournant. La France a fait un vrai effort il y a 3 ans, pardon, en réinvestissant sur le spatial, en portant son effort aujourd'hui à 3 milliards par an sur le spatial. Ça peut paraître beaucoup. Pour mémoire, les États-Unis investissent 70 milliards de dollars par an sur le spatial. L'Europe, tout compris, en investit 15. Nous sommes en position de décrochage avancé sur la question du spatial, budgétairement. On peut se le dire comme on veut, hein, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on est bien meilleur et qu'on va être plus efficace, etc. Mais, pardon, 15 milliards ou 16 milliards, ça dépend un peu comme on compte, au niveau européen, globalement, par rapport à 70, on ne fait pas le poids. Peut-être qu'on pourrait être plus efficace. Il y a probablement des programmes qu'on pourrait faire mieux et plus efficacement. Mais enfin, bon, globalement, on a un vrai sujet, là aussi, d'investissement au niveau européen sur le spatial. Et donc la France a fait un effort, un premier effort, 3 milliards. C'est le gouvernement d'Elisabeth Borne qui avait fait ce pas. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment qui est clé, alors à double titre, parce qu'il y a à la fois la préparation de la programmation européenne au sens UE qui est en train de se présenter aujourd'hui, savoir en gros combien est-ce que l'UE va mettre sur son programme spatial, et puis aussi il y a la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne qui va arriver début 2025, fin 2025, excusez-moi, et qui là aussi va être un moment clé. Pour être tout à fait honnête, au-delà du problème budgétaire, nous avons aussi un problème en Europe de fragmentation du pilotage du spatial, qui est quand même une énorme difficulté, avec à la fois un pilotage au niveau de l'Union européenne, qui définit de grands programmes, mais aussi des programmes qui sont aussi menés parfois au sein de l'Agence spatiale européenne, avec une coordination entre l'Agence spatiale européenne, qui est une agence internationale, et l'UE, qui est ce qu'il est, voilà, c'est-à-dire perfectible. Et donc, évidemment, il y a un vrai travail à mener là-dessus. Et puis aussi, dernier point, sur l'organisation européenne, une difficulté, je crois, fondamentalement, et c'est un point qui me semble être absolument déterminant, notre capacité aujourd'hui à agir en européen, elle est aussi obérée par des dissensions stratégiques internes au sein de l'Union, en particulier avec nos grands partenaires, qui n'ont pas forcément exactement la même vision que nous sur l'industrie spatiale européenne et sur les priorités et sur la manière dont on doit coopérer dans le spatial. Donc ça, il y a un vrai travail, je crois, à mener. C'est probablement avec le nouveau gouvernement allemand une ouverture aujourd'hui pour reconstruire, évidemment, une Europe du spatial qui me semble être la piste prioritaire. Il faut resserrer les liens entre la France et l'Allemagne et aussi l'Italie, si c'est possible. Il ne faut pas non plus être complètement naïf sur le sujet. Je le dis avec clarté et publiquement. Les difficultés sont fortes entre les différents pays. Il y a beaucoup de tensions entre les différents industriels, comme dans d'autres secteurs, hein, dans l'armement par exemple. C'est sur le même genre de difficultés. Il faut qu'on arrive à les surmonter. Et je crois aussi que si ce n'est pas le cas, il faut être capable aussi d'assumer le fait qu'on est capable de faire de grands programmes avec d'autres pays du spatial. Nous avons des coopérations qui sont aujourd'hui très fortes. Alors, avec les États-Unis, j'y reviendrai évidemment, c'est
un vrai bouleversement, mais aussi avec le Japon, avec l'Inde, qui est un partenaire stratégique majeur aujourd'hui pour le spatial et sur lequel on pourrait très bien construire de plus encore qu'on ne fait aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, mais aussi avec d'autres, donc au sein de l'Europe évidemment, mais aussi avec les Émirats par exemple. Donc je pense qu'il faut à la fois privilégier, redynamiser la piste européenne, mais en même temps ne pas s'y enfermer si on voit que derrière, à un moment ou un autre, on n'a pas le répondant qui est derrière. C'est à ça qu'aujourd'hui, moi, je m'engage. Un mot peut-être très rapidement pour vous dire que, évidemment, avec nos partenaires américains, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une difficulté majeure dans le spatial comme dans tous les autres secteurs scientifiques. C'est des programmes entiers qui s'arrêtent. C'est le spatial qui est reconfiguré de manière extrêmement brutale. Aujourd'hui, la Lune n'est plus une priorité. Mars en redevient une absolue. Des programmes comme SLS, qui est le gros lanceur qui devait aller sur la Lune, et dans lesquels on était très impliqués, enfin, sur un certain nombre de modules, sont arrêtés de manière unilatérale. Mais au-delà de l'exploration, on a aussi, et c'est probablement le sujet, il me semble, majeur, l'observation de la Terre. Vous savez que l'observation de la Terre pour le climat est essentielle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des capacités d'observation de la Terre, ben en fait, on ne sait même pas comment le climat évolue. C'est-à-dire que le seul moyen qu'on a aujourd'hui de mesurer les évolutions du climat, le GIEC, quand il travaille, repose à 60% sur des données qui viennent du spatial. Et pour être capable d'affiner les scénarios, pour être capable de comprendre véritablement comment le climat évolue, et puis pour faire des hypothèses aussi, c'est-à-dire de dire en gros, si je fais tel type de politique publique, je réduis le CO2 de temps, quel va être l'impact sur la trajectoire des températures sur Terre, etc. Tous ces scénarios-là, ils sont basés sur des simulations numériques, sur des supercalculateurs, on en a parlé, et puis, mais qui se nourrissent de données. Si vous n'avez plus les données, et si vous n'êtes pas capable d'avoir des données de plus en plus précises, ben en fait, votre capacité à nourrir les modèles et à être crédible en termes de prévision, de projection pour les données climatiques, s'effondre. Et on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis débranchent de manière unilatérale des programmes spatiaux, tous les programmes spatiaux qui sont liés à l'observation de la Terre. C'est assez dramatique pour la France en particulier parce qu'on avait des partenariats très structurants avec nos amis américains, mais c'est aussi des cohortes de données qui sont menacées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des chercheurs dans les laboratoires qui téléchargent de manière frénétique des téraoctets de données qui sont aujourd'hui sur des serveurs aux États-Unis en ayant peur qu'elles disparaissent simplement parce que s'il n'y a plus de données, ben, il n'y a plus de problème. J'y vais sans nuance, mais c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup parlé de spatial militaire, mais je voudrais insister aussi sur le fait que c'est absolument majeur aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de conflit dans le monde et l'Ukraine est un excellent exemple qui n'utilise pas aujourd'hui des éléments spatiaux. On voit qu'on se retrouve aussi de temps en temps en situation de dépendance stratégique sur un certain nombre de sujets. Et il est essentiel, non seulement au-delà des compétences, enfin des outils qu'il faut renouveler, sur lesquels il faut accélérer sur le spatial de défense, c'est aussi le spatial de télécommunication et le télécommunication en orbite basse, avec en particulier le projet IRIS², qui est un projet majeur pour la France et pour l'Europe, et sur lequel il faut absolument qu'on arrive à converger de manière définitive. Il y a encore quelques étapes qui doivent être encore reprises. Pardon, j'essaye d'aller vite, je pourrais passer quelques heures sur le spatial, mais je crois que nous ne les avons pas. Sur la loi de programmation recherche. La loi de programmation recherche, aujourd'hui, elle est prévue pour investir. L'investissement total sur la LPR, c'est 25 milliards d'euros. Ce sont des sommes qui sont des sommes considérables. Nous sommes au début de la loi de programmation recherche. Nous avons jusqu'à maintenant mis 6 milliards d'euros sur la LPR. Ce qui veut dire que de 2025 à 2030, il reste à investir 19 milliards d'euros. C'est des sommes qui sont des sommes évidemment considérables et qui, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, évidemment sont, et c'est normal, elles sont rediscutées. Et c'est normal qu'elles soient rediscutées. Le président de la République a réaffirmé lundi dernier l'importance de cette loi de programmation et le fait que les marches devaient être respectées. Les marches, c'est quoi? C'est le surinvestissement annuel qu'on fait d'année en année. Et les marches à venir sont quand même des montants de 500 millions à chaque fois. Donc 500 millions l'an prochain, 600 millions l'année d'après.
C'est évidemment compliqué à défendre dans le contexte général de dégradation des finances publiques. Je vous ai dit ce que je pensais fondamentalement sur l'importance de ce sujet-là. Et donc, évidemment, j'en discuterai avec le Premier ministre et puis avec la ministre du Budget et le ministre de l'Économie. Mais je crois fondamentalement que c'est un point important. Et je pense que c'est aussi parce que c'est l'investissement dans le futur de notre industrie, l'investissement dans le futur de la connaissance. Enfin, c'est juste la clé pour notre avenir aujourd'hui. Voilà. Les enjeux de la loi de programmation recherche, je ne vais pas aller trop vite, mais je pense qu'on est on est en risque de... Premier enjeu, c'est de poursuivre l'effort qu'on a fait sur les RH, sur les rémunérations des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Nous ne sommes pas très loin, je pense qu'on va l'éviter, mais de nous retrouver dans la situation du scolaire, de l'enseignement scolaire, des lycées et des collèges, où nous avons collectivement paupérisé au cours des dernières décennies ces métiers d'enseignants. Les métiers d'enseignants-chercheurs et de chercheurs aujourd'hui sont mal rémunérés. Il y a un effort très significatif qui a été fait au cours des 4 dernières années. L'indemnitaire a fait plus que doubler. Les seuils, il y a des seuils minimums qui ont été considérablement augmentés. Donc il y a eu un vrai effort qui a été fait, qui représente une partie significative de ces 6 milliards. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres secteurs publics qui aient été aussi volontaristes, mais on est encore très loin des rémunérations de nos partenaires, de nos amis allemands ou de nos amis suisses ou anglais. On est encore très très loin. Et ça pose une vraie difficulté d'attractivité. C'est aussi simplement le métier de chercheur, le métier d'enseignant-chercheur. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles en France, il est quand même très difficile. C'est difficile de faire ce choix-là. Faut aussi le dire avec clarté, avec honnêteté. Et c'était pas le cas il y a 30 ans, c'était pas le cas il y a 40 ans. Donc c'est un changement de statut qui pose des difficultés en termes d'attractivité. Donc il faut qu'on continue à investir là-dessus. Il faut qu'on continue à investir sur les liens publics-privés. Voilà, c'est des enjeux absolument essentiels. Et puis aussi, il faut être capable de réinvestir sur les grands sujets que j'ai mentionnés précédemment. Alors, juste un petit mot peut-être sur le public et sur le privé. Donc, on a mentionné le 2,2% du PIB, alors que nos objectifs étaient à 3%. L'Allemagne est au-dessus de 3, comme je le disais tout à l'heure, et on plafonne. C'est absolument essentiel de continuer à travailler sur le sujet, et en particulier sur le positionnement des entreprises, parce que le très très gros du retard, il est sur les entreprises. Le crédit d'impôt recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, c'est une politique qui est portée... notre ministère, on y contribue à travers de l'expertise, de la vérification, du contrôle, des choses comme ça. Mais c'est une politique qui est une politique essentiellement portée par Bercy. Je crois fondamentalement qu'elle participe aujourd'hui au fait que ça encourage les entreprises, petites, moyennes ou grandes, à rester en France et à maintenir leur centre de R&D parce que ça baisse leur coût, ça baisse le coût du travail qui est associé au centre de recherche. Donc je ne crois pas qu'il faille remettre en cause cette politique aujourd'hui, alors que justement, on voit bien qu'on a un problème de sous-investissement sur ces centres de R&D. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas toucher au crédit d'impôt recherche et qu'il faut le maintenir exactement dans la configuration actuelle ? Moi, il me semble que vous avez mentionné les TPE et les PME. Il me semble qu'effectivement, on pourrait avoir une forme de priorisation autour des TPE et des PME, parce que c'est probablement elles qui sont le plus sensibles à cette politique publique, peut-être plus que des grands groupes, d'une part. Et puis, il me semble aussi que nous devrions, c'est quand même des sommes qui sont des sommes très importantes, qui sont en jeu, nous devrions utiliser aussi cet outil pour encourager la coopération entre le monde des grandes entreprises et les laboratoires publics, par des effets de bonus, de rétroaction, plus vous travaillez ensemble, plus vous bénéficiez de CIR, en gros. Ou en tout cas, l'indexer partiellement. Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, et je trouve que une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que nos laboratoires publics ne travaillent pas suffisamment avec nos entreprises privées. Ça a progressé, mais pas assez. Utilisons le crédit d'impôt recherche en le conditionnant partiellement, peut-être, par exemple, en l'adossant justement à des contrats qui pourraient être des contrats faits conjointement entre public et privé. Je veux dire un mot rapidement sur la question du transfert technologique. Alors, la France, on a effectivement de nombreux outils qui sont disponibles aujourd'hui.
celui qui me semble être à la fois un outil ancien, je pense que c'est toujours bien de ne jamais forcément tout mettre à la poubelle, et des fois de regarder un petit peu ce qui fonctionne. Les thèses CIFRE sont là dans le paysage depuis très longtemps. Les thèses CIFRE, c'est le moyen de faire des thèses dans l'entreprise. Et le premier outil de transfert, au-delà de tous les dispositifs, tous les crédits qu'on met en place, et le plus efficace de loin, ce sont les hommes et les femmes qui ont un pied à la fois dans un laboratoire, dans une université et dans une entreprise. Et les thésards, c'est-à-dire les doctorants qui sont en CIFRE, c'est bien ça leur boulot, c'est qu'ils sont rémunérés, pour dire les choses simplement, par l'entreprise, avec une petite aide de l'État, et ils sont inscrits dans une université, et ils passent du temps dans l'entreprise et dans l'université. Ben ça, c'est le meilleur outil de transfert et de connaissances des deux mondes, parce que ces hommes et ces femmes qui ont été formés comme ça, ben ce sont des pivots, en fait, de transfert, de savoir, de savoir-faire, de compétences entre l'entreprise et l'université. J'ai un petit biais, parce qu'il me semble bien que j'ai dû faire une thèse CIFRE quand j'étais petit. Mais je crois que c'est vraiment un dispositif qui est efficace. Mais je crois qu'il faut essayer de l'amplifier. Il y a encore des barrières culturelles. On a confié une mission à Patrice Ken et à Nathalie Drac-Temam. Patrice Ken, tout le monde le connaît. Nathalie Drac-Temam, qui est la présidente de l'université Sorbonne, et qui doivent justement identifier des leviers ou les irritants qui empêchent d'intensifier la coopération. D'autre part, on va essayer aussi vraiment de confier cette question de l'innovation et du transfert aux universités en leur donnant tous les outils qui sont disponibles, qui sont très dispersés aujourd'hui et pilotés de manière un peu hétérogène, et donc vraiment avoir des pôles universitaires d'innovation qui vont véritablement structurer et territorialiser cette offre de transfert. J'ai utilisé le mot de territoire et je m'arrêterai là dans ma présentation, mais je ne peux pas, en étant dans cette assemblée, ne pas parler de cette question des territoires. Cette question de la relation au territoire, c'est vraiment, je pense, le premier sujet que j'ai mis au cœur de mon action en arrivant au ministère. C'est les premières personnes que j'ai reçues en arrivant au ministère. C'est fondamental, et je dis un mot de la formation, même si elle vous intéresse peut-être un tout petit peu moins. Cette carte du territoire, la relation au territoire, elle est fondamentale pour les formations, et en particulier les formations de premier cycle. Je crois fondamental, nos universités, nos grandes écoles ou nos petites écoles, nos BTS, etc., évidemment, elles amènent des formations qui sont des formations pour des gens qui ont envie de se projeter vers un métier, une formation longue, très académique. Vous voulez être géographe, vous voulez être astrophysicien, vous voulez être... toutes ces formations, elles sont disponibles, et traditionnellement, on sait bien que l'université est le cadre pour faire ça. Mais ce n'est pas la majorité de nos concitoyens qui cherchent ce genre de formation. La plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils arrivent en terminale, ils veulent se projeter sur un métier qui est identifié simplement, facilement, et qui est un métier qui est quelque part aussi proche en termes de bassin de vie, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'à un moment ou un autre, pas très loin de chez vous, eh bien, vous avez un premier emploi qui va être disponible, peut-être pour faire d'autres choses après. Mais il y a énormément de parents, énormément de jeunes qui réclament ça. Et je pense que, et accessoirement, on a aussi de l'autre côté des industriels, des entreprises qui ont besoin de voir des jeunes qui sont formés. Donc, le lieu où on doit faire se rencontrer à la fois les universités, les écoles, enfin toute la formation, les entreprises d'un côté et les jeunes, eh bien, c'est bien dans les territoires. Et c'est bien ça qu'on est en train de mettre en place, avec en particulier des contrats d'objectifs et de performance qu'on va mettre en place pour chaque territoire. On l'expérimente aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine d'une part, et puis en PACA de l'autre, et puis ce sera généralisé l'année d'après, où on mettra tout le monde autour de la table pour discuter de la carte de formation, pas seulement, aussi d'innovation, de transfert tous les ans, et aussi du budget, de discussion budgétaire aussi sur la manière dont on finance chacun des établissements. Donc c'est vraiment mettre au cœur des sujets du ministère, en région, véritablement, cette question de la carte de formation et impliquer évidemment très fortement les régions sur ces sujets-là. Voilà, je n'ai fait qu'aborder un certain nombre des sujets. Je vous prie de m'excuser, évidemment. J'ai parlé, je balaye très rapidement. L'IA, peut-être quelques mots sur... Oui, absolument.
Je pense qu'on est évidemment sur une transformation majeure. Peut-être déjà un angle peut-être que vous avez peut-être un petit peu moins en vue, c'est la place de l'IA pour la recherche. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les laboratoires de recherche sont probablement un des secteurs aujourd'hui où l'IA est le plus utilisé. Alors ça va de la recherche bibliographique, la rédaction de publications, la compilation de documents, etc. Je ne connais pas de laboratoire aujourd'hui qui n'utilise pas ces outils quotidiennement, mais c'est aussi des outils d'IA qu'on utilise aujourd'hui pour cribler de nouvelles molécules, pour de la recherche en santé de demain, pour aller analyser aujourd'hui des données qui sortent des détecteurs du CERN, etc. etc. Les outils d'IA sont utilisés partout. Donc déjà, la recherche elle-même est un immense consommateur d'intelligence artificielle. Premier sujet. Deuxième sujet, l'IA de manière générale et la recherche en IA. Je pense qu'on a une opportunité aujourd'hui. La France et l'Europe ont raté, je pense qu'on peut le dire de manière, là aussi de manière très brutale, les révolutions numériques des dernières décennies, enfin raté, on a des champions, heureusement, Dassault Systèmes, SAP, enfin, tout ça, ça existe, c'est des champions européens, mais on n'a pas les GAFA de nos amis nord-américains, ce qui a un impact sur notre croissance et sur notre économie. Et une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui hors champ IA, c'est qu'il faut des investissements qui sont des investissements gigantesques privés en termes d'infrastructures de stockage et de serveurs pour lutter, pour être compétitif par rapport à ces GAFA. L'IA vient un peu bouleverser tout ça. On a une carte qui est une carte qui n'est pas forcément qui est étroite, mais on a une carte. C'est que les technologies ne sont pas stabilisées, elles évoluent en permanence. Il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup d'algorithmiques, beaucoup de programmation derrière. C'est des domaines dans lesquels la France, l'Europe, on est très fort. Je rappelle qu'on est quand même numéro 1 mondiaux en maths, parce qu'on aime beaucoup s'auto-flageller dans le monde de la recherche en disant que rien ne va, les trous dans le toit sont partout, etc. Tout ça. Et c'est pas forcément complètement faux. Il y a quelques trous, mais à côté de ça, on est quand même les premiers mondiaux en mathématiques. Et je parle pas de manière relative, je parle de manière absolue. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même plusieurs secteurs où on est quand même très très bon. Ces secteurs-là, en particulier, ils couvrent ces champs-là. Donc on a des cartes à jouer, on a de très bons chercheurs, on a des ingénieurs de très très bonne qualité, il y a des entreprises qui sont en train de se créer, et à la fin, le gagnant ne sera pas uniquement celui qui met le plus d'argent sur ses serveurs. Cette question sera certes à un moment donné importante, mais ce n'est pas l'essentiel du sujet aujourd'hui. Ce n'est pas comme quand vous faites de la recherche web ou du cloud. Donc on a une carte à jouer, je le crois vraiment, et c'est pour ça que le sommet français sur l'IA, enfin, le sommet de... Comment il s'appelait déjà le sommet Le sommet pour l'action sur l'IA, merci mon cher Marc, était aussi fondamental parce que ça montre aussi l'attractivité de la France. Parce que quand les gens viennent investir 50 milliards sur l'IA en France, c'est à la fois parce qu'on a une électricité décarbonée, etc., mais c'est aussi parce qu'il y a un attrait pour nos ressources, et nos ressources, c'est quand même nos ressources intellectuelles aujourd'hui qui sont là. Et donc je pense qu'il faut qu'on tire pleinement parti de ces opportunités. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos propos très complets, et on sent voilà, un engagement, une passion et un enthousiasme. Je laisse la parole à notre rapporteur Patrick Chaize, qui est rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques pour avis du budget recherche, et donc qui aussi avait rapporté aussi la loi sur l'autorité nucléaire, et puis qui est aussi engagé, comme certains d'entre nous ici, sur tout ce qui touche au spatial. Patrick. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre effectivement pour vos propos introductifs qui auraient pu susciter des dizaines et des dizaines de questions. Je vais essayer de me concentrer pour laisser de la place à mes collègues et venir sur des points plus particuliers. Notamment sur l'actualité de ces derniers mois qui a bien sûr été marquée par les attaques de l'administration Trump contre les libertés académiques et contre des secteurs entiers de la recherche aux États-Unis, en particulier dans le domaine des sciences du climat, indispensables à la compréhension du réchauffement climatique et de ses conséquences. Dans ce contexte sans précédent, quelle est l'ambition de l'initiative Choose France for Science, lancée au mois d'avril et mise en lumière la semaine dernière par le Président de la République dans le cadre de la conférence Choose Europe for Science? Pourriez-vous nous décrire précisément les mécanismes d'accueil qui vont être mis en place et la façon dont ils seront coordonnés avec nos partenaires européens? Combien de chercheurs étrangers espérez-vous attirer?
dont combien d'Américains? Pour cela, une somme de 100 millions d'euros est annoncée pour accompagner l'initiative. Est-ce que cette somme vous paraît à la hauteur des enjeux? Deuxième sujet, cette agence de programme thématique portée par 6 organismes nationaux de recherche, le CEA, le CNES, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA, l'INSERM, ont été créés début 2024. Qu'attendez-vous de ces agences de programme par rapport à l'organisation préexistante? Quel est leur rôle en matière de programmation de la recherche? Et enfin, vont-elles permettre de définir des grandes priorités stratégiques afin de mieux concentrer nos efforts de recherche? Autre sujet et dernier sujet d'importance pour votre ministère, les transferts de connaissances de la recherche publique vers les entreprises restent notoirement insuffisants dans notre pays, vous l'avez abordé. Comment y remédier? Comment davantage inciter les chercheurs publics à s'engager dans ces transferts et à choisir des recherches susceptibles d'avoir des retombées sociales ou économiques? Et comment renforcer les partenariats entre établissements publics de recherche et acteurs privés? Je vous remercie. Voilà, je propose peut-être de répondre à Patrick Chaize et après on ouvrira le jeu des questions des commissaires. Bon, alors je ne vais pas revenir effectivement sur ce qui se passe aux États-Unis, peut-être juste pour redire que c'est évidemment moins visible que les hésitations ou les tournants de l'administration américaine sur les droits de douane ou sur sa position sur l'Ukraine. Mais ce que je peux vous dire, d'abord, il y a une forme de constance, malheureusement, sur la science. Et effectivement, des attaques massives sur, d'une part, la liberté académique, c'est quand même extrêmement préoccupant, d'une part, et puis d'autre part, sur des sujets, les deux sont liés, sur des sujets qui sont effectivement le climat, parce que ne plus faire de recherche sur le climat, c'est nier le réchauffement climatique. Enfin, c'est une manière de se débarrasser du sujet du réchauffement climatique, mais aussi sur la santé des femmes, sur les zoonoses, sur l'aide publique au développement dans des grands pays internationaux, etc., etc. Enfin, des pays défavorisés, etc. Donc c'est évidemment un bouleversement qui est un bouleversement majeur. Je pense que c'est aussi... et ça traumatise la communauté scientifique. Et pas que américaine, parce qu'il y a non seulement les dizaines ou les centaines de messages qu'on peut recevoir, tous, comme chercheurs ou comme anciens chercheurs, de collègues, etc., qui de temps en temps... ceux qui veulent témoigner, mais à visage, en caméra cachée. Tout ça est quand même surréaliste. C'est-à-dire que qui aurait pu imaginer ça il y a 2 ans, hein. C'est-à-dire que des collègues américains qui, quand ils sont interviewés par des journalistes, acceptent de témoigner, mais à condition d'avoir le visage caché et la voix floutée. Bon. Bref. Donc c'est un bouleversement majeur aux États-Unis, mais c'est un bouleversement majeur mondial. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis qui ont investi sur la recherche depuis des décennies comme locomotive de la recherche mondiale, le jour où vous arrêtez ces locomotives dans un certain nombre de secteurs, c'est l'ensemble de la recherche scientifique mondiale qui s'essouffle ou qui se questionne. C'est vrai dans le spatial où vous avez des programmes qui, on ne sait pas où on va. Honnêtement, vous dire en gros quels sont les programmes de demain pour la recherche, pour le spatial européen, mais j'en suis totalement incapable. C'est un tel bouleversement qu'on a aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis. Et je pense que dans le domaine de la santé, c'est pareil. C'est les mêmes sujets. Donc on a un vrai questionnement là-dessus, et c'est un bouleversement. Et c'est pour ça que la France, comme l'Europe, comme la France, mais d'autres pays européens, puis l'Europe globalement la semaine dernière, on s'intéresse à cette question-là parce que c'est pas simplement parce qu'on a des collègues américains qui sont bons et finalement il y a une logique d'opportunité, on se dit si on peut en piquer une centaine, c'est une bonne affaire. Alors à la fois c'est vrai, on sera ravis de le faire, mais c'est aussi derrière c'est des pans entiers de la recherche qui sont fragilisés et qu'il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à stabiliser ou à essayer de récupérer.
Et donc, comment ça va fonctionner concrètement? En fait, on a des grands sujets qui ont été définis, qui sont prioritaires. C'est grosso modo les sujets qui sont couverts par les agences de programme que vous avez mentionnées dans une de vos questions. Hein. Donc, le climat, la biodiversité, la santé, le spatial, les semi-conducteurs, le logiciel. Enfin, voilà, l'IA, c'est les grands sujets qui sont prioritaires. Pas forcément de manière exclusive, mais quand même globalement prioritaires. Et puis, les fonds de Choose France. Et alors, l'articulation avec le mécanisme européen n'est pas encore claire parce que c'est en train d'être travaillé, mais probablement ce sera similaire. Ces fonds-là viendront en fait en support des initiatives qui sont les initiatives portées par les universités ou les organismes. Donc, l'université d'Aix-Marseille ou ou le CNRS accueillent des chercheurs, et une fois qu'ils ont trouvé les gens qui veulent accueillir, ils vont venir voir et on va les cofinancer à hauteur de 50%. C'est ça voilà. On les cofinance à hauteur de 50% pendant 3 ans, avec de l'argent en plus qui vient de France 2030, parce que c'est aussi une préoccupation de la communauté académique qui nous dit donnez-nous plutôt, pourquoi vous accueillez des chercheurs américains alors qu'on manque d'argent, etc. Ma réponse c'est que c'est de l'argent en plus, c'est de l'argent qui vient de France 2030, qui arrive en plus, et donc de cofinancement pendant 3 ans. Le but du jeu, c'est pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans, on se dit, c'est le bon. Ça permet de financer significativement. C'est des packages où, grosso modo, on va se dire 1 million, 1,5 million à peu près. C'est difficile de faire des moyennes parce que les coûts sont extrêmement hétérogènes d'un secteur à l'autre. Mais ça permet d'accueillir un chercheur et son équipe. Ça lui permet de lui donner un premier financement. Il a le temps de déposer un dossier à l'ERC, donc un dossier européen compétitif, pour être cofinancé dans la durée, pour être financé dans la durée, et puis en même temps, ça lui donne 3 ans pour se faire recruter de manière pérenne sur un poste classique de nos universités ou de nos organismes. Donc c'est un moyen, quelque part, d'accompagner son arrivée. Enfin, c'est la piste d'atterrissage, entre guillemets. Voilà. Sur la plateforme Choose France for Science, les chiffres du jour, donc elle est en ligne depuis 1 mois à peu près, je pense, un peu moins. 18 avril, donc un peu moins d'1 mois, 120 000 connexions, 600 créations de comptes. Voilà, donc on est encore au début. Donc le bilan, c'est pas mal. Après, je ne sais pas vous dire en gros quelle va être l'ampleur de ça, parce que ça dépend de 50 000 paramètres, à commencer par la pression américaine sur ces chercheurs. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça un des éléments. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a annoncé cette somme de 100 millions d'euros. Regardons ce qu'on va voir comme accueil. Peut-être qu'il faudra aller plus loin, peut-être que c'est trop et que tout ne sera pas utilisé, mais on est bien dans une logique de regarder, de trouver des bons chercheurs qui vont venir contribuer au grand programme que j'ai mentionné précédemment. Les agences de programme que vous avez mentionnées, et c'est vraiment en lien avec ça, c'est celles sur les grands sujets que j'ai précisés. Le but du jeu, c'est que ce sont ces agences de programme qui vont porter, qui doivent définir des stratégies qui là sont assumées comme des stratégies, là pour le coup, top-down, c'est-à-dire vraiment des choses où on estime qu'on a des efforts à faire, qui doivent être des efforts pilotés et dirigés. Moi, j'attends des organismes de recherche de prendre des risques, donc prendre des risques et de porter leur sujet. Autant il y a une recherche bottom-up où, pour le coup, c'est des appels à projets, c'est de l'émergence, etc. Et c'est très bien. Mais à côté de ça, les programmes verticaux, ils doivent être portés et assumés par le CEA, par le CNRS, par l'INRA, etc. C'est leur boulot. Ils doivent faire des choix. Ils doivent identifier des programmes, des projets, des personnes, les financer. Et peut-être que ça ne va pas marcher. Et ils se font, voilà, ils se font engueuler. Et si ça marche, tant mieux. Mais c'est ça qu'on attend d'eux. Parce que si ces organismes de recherche ne sont pas capables de faire ça, ma question, elle est simple, c'est à quoi servent les organismes de recherche? Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Moi, je crois profondément qu'ils sont utiles. Vraiment, mais je pense qu'il faut qu'ils assument plus leur rôle de pilotage et de programmation qu'ils ne l'ont fait ces dernières années. Donc c'est ce qu'ils doivent faire au sein des agences de programme, et ils seront financés, c'est eux qui géreront, qui piloteront les PEPR qui sont aujourd'hui en place. Sur le renforcement public-privé, moi je pense que on a plusieurs actions qu'on veut essayer de porter. Alors, un des premiers freins aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion de travailler dans les deux mondes, et en particulier dans des grands groupes industriels, c'est vrai qu'une des difficultés qu'on peut avoir quand on est directeur de la R&D d'un groupe industriel et qu'on veut travailler avec le monde académique aujourd'hui en France, et vous allez voir un laboratoire, vous allez voir une équipe, elle est très hétérogène, il y a des enseignants-chercheurs, des chercheurs de différents organismes
qui de temps en temps ont du mal à se mettre d'accord sur les règles de propriété industrielle. Donc tout ça prend énormément de temps, c'est compliqué. Et à la fin, je rappelle juste que si on gagnait de l'argent en vendant sa pays, ça se saurait. Ça n'existe pas. Enfin, ça coûte de l'argent à la fin. Et à la fin, c'est des politiques publiques où il faut mettre de l'argent public pour faire ça. Donc moi, je veux bien que l'université X et l'organisme Y se chamaillent pour savoir quelles sont les bonnes règles de pays pour à la fin gagner 2 francs ou 6 sous. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est d'aller vite et d'être capable de contracter rapidement avec les industriels. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire plumer, entre guillemets, ou tout céder. C'est pas ça que je dis. Mais l'enjeu de rapidité et de fluidité est avant tout l'enjeu essentiel. Donc on veut aller vers des contrats de pays, de cession de pays qui soient des contrats types, qui soient les mêmes pour tout le monde. Où là, pour le coup, autant moi j'assume vraiment le fait qu'il faut donner le contrôle et donner le pilotage aux différentes universités, que le ministère ne doit pas être en contrôle de tout. Autant là, je trouve que ça pagaille un peu. Et donc on va vraiment proposer des contrats types qu'on va essayer de... peut-être pas d'imposer, le mot est un peu fort, mais enfin d'encourager très fortement pour tout le monde et que tout le monde se mette d'accord pour utiliser ces contrats types. S'il faut faire des dérogations, on fera des dérogations. Ça me semble c'est un élément. À côté de ça, les PUI, j'en ai parlé récemment. Et puis il faudra aussi que les différentes agences de programme aussi dont j'ai parlé soient aussi en charge de cette question de l'innovation et du transfert et pas simplement de la recherche. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Donc nous attaquons nos questions et donc Bernard Buis qui est le premier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour la réponse à vos questions. Déjà, moi j'avais une question sur l'accueil des chercheurs étrangers, mais vous aviez bien répondu. J'aurais 2 questions plus enseignement supérieur. La première porte sur la transparence de Parcoursup et de mon master. Dans son 7e rapport annuel au Parlement présenté en mars 2025, le comité éthique et scientifique de Parcoursup et de mon master estime que pour renouer la confiance, il faudrait nettement progresser sur la transparence. Monsieur le ministre, les inquiétudes des étudiants sont toujours vives depuis maintenant plusieurs années. En cette fin d'année scolaire, envisagez-vous des nouvelles mesures pour la rentrée prochaine afin de garantir plus de transparence dans les algorithmes dédiés à la sélection des étudiants? Et puis ma deuxième question portera sur les universités ultramarines qui font face à des difficultés spécifiques, isolement géographique, accès aux ressources, fuite des étudiants et des chercheurs. Oui. Est-ce que vous pensez proposer un plan dédié pour renforcer ces établissements? Alors, Marie-Lise Housseau, qui est juste à côté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez répondu aussi partiellement à ma question qui concernait bien sûr l'impact de ce que faisait actuellement Donald Trump. Parce que j'avais lu avec intérêt l'interview qu'avait donnée à l'Express la directrice d'Imagine, le directeur de l'Institut Pasteur, voilà. Et qui disait que tous les jours, ils recevaient des candidatures et qu'ils ne pouvaient pas y répondre, d'une part parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais aussi parce que les chercheurs français, bon voilà, ne le voyaient pas forcément, même s'ils sont solidaires, d'un très bon œil, dans la mesure où ils n'ont pas, eux, les moyens qu'avaient les Américains. Donc vous avez répondu que vous étiez en train de vous coordonner au niveau européen pour les recevoir, mais de manière plus globale, est-ce que vous ne pensez pas que la recherche va subir un énorme séisme dans la mesure où toute la communauté internationale travaillait en réseau, que les banques de données américaines sont inaccessibles, et est-ce que ça ne va pas nous ralentir au niveau mondial de manière considérable ce qui se passe aujourd'hui aux USA? Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre intervention et merci d'avoir parlé des territoires et des formations. D'ailleurs, dans votre intervention le 25 avril dernier, lorsque, avec le Premier ministre, vous présentiez le pacte de lutte contre les déserts médicaux, vous disiez, je vous cite, « Chacun peut le voir, la France est confrontée à la difficulté de répondre aux besoins en professionnels de santé, en particulier dans les territoires éloignés des grandes villes. » Vous affirmiez aussi, et je suis d'accord avec vous, que l'organisation de la formation constitue une partie incontournable de la réponse et qu'en effet, les études de santé n'échappent pas au déterminisme social et géographique qui paraît même encore plus important pour les études de médecine. Et vous disiez aussi que ce sont bien les étudiants issus des territoires ruraux qui sont les plus susceptibles d'exercer en soins primaires dans leur territoire d'origine. Vous ajoutiez
que pour offrir un accès facilité et équitable aux études de santé depuis tous les territoires, vous portez le renforcement du maillage territorial des premières années d'accès aux études de santé. Donc, Monsieur le ministre, dans nombre de territoires, les élus locaux sont prêts à accueillir des formations en distanciel. Ils sont d'ailleurs parfois équipés de campus connectés pour accueillir ce type de formation. C'est le cas dans mon département, l'Ariège. Donc ma question est simple, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les présidentes et présidents d'universités mettent en œuvre ces formations dans tous les territoires ruraux, et en particulier ceux qui sont et volontaires et équipés? Eh bien voilà, donc on vous propose de répondre à cette série de questions. Très bien. Alors, transparence des algorithmes sur Parcoursup. Alors, première chose, il faut distinguer deux choses. Vous avez la plateforme elle-même. La plateforme elle-même est totalement transparente, puisque l'ensemble du code de la plateforme, mais du code informatique, est disponible. Donc il est sur GitHub, je crois, qui est un des serveurs qu'utilisent les développeurs. Voilà. Et ça doit être probablement une des seules plateformes publiques d'État qui est totalement transparente. Donc le code, je peux pas, quelque part, on ne peut pas aller au-delà, c'est ça qui tourne au quotidien. Je voudrais rappeler que la plateforme elle-même, en fait, alors évidemment, il y a des algorithmes, mais ces algorithmes ne sont pas des algorithmes de sélection. La seule chose que fait cette plateforme, c'est qu'elle gère, en fait, vous avez une université qui est là, qui propose une formation, vous avez une file d'étudiants qui se met devant et qui voudraient rentrer dans la formation. Ces étudiants ont été classés par l'université, mais ce n'est pas la plateforme qui fait le classement, c'est le jury, en fait, c'est les jurys qui se réunissent et qui font le classement des différents étudiants. Et puis, la seule chose que fait la plateforme, c'est qu'elle regarde, elle demande à chaque étudiant qui est devant la porte, est-ce que tu veux venir ou pas? Si oui, tu viens, à ce moment-là, l'étudiant vient et il se désinscrit des autres universités dans lesquelles il attendait, et puis ça fait progresser la file d'attente de l'autre université, etc. La plateforme ne fait que gérer des files d'attente de manière mécanique, bête, brutale. Donc il n'y a pas de... et c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère derrière Parcoursup. C'est vraiment c'est des algorithmes très simples et complètement transparents. La vraie question de la transparence, c'est derrière, en fait, vous avez derrière chaque formation, il y en a beaucoup, il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui pour le premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont disponibles. Eh bien, vous avez derrière à chaque fois des jurys avec des hommes, des femmes, qui sont des enseignants, qui se réunissent, qui reçoivent des dossiers, et ils doivent classer les dossiers, parce qu'ils doivent se dire, en gros, quels sont les étudiants qui vont être prioritaires chez moi. Et donc la question, elle est là. C'est vraiment une question, c'est en gros, quels sont les critères que j'utilise pour classer les dossiers. Alors, il y a une réponse qui est une réponse facile, qui est de dire, eh bien, ça, c'est l'autonomie du jury, et c'est le secret de la délibération du jury, point, circuler, il n'y a rien à voir. C'est une réponse qui est légalement satisfaisante, qui est évidemment pour le grand public, pour l'utilisateur, qui est difficile. Mais c'est vrai que, c'est quand même dans tous les concours, c'est quand même la réponse qu'on donne aujourd'hui, parce qu'on voit bien, on sait bien qu'il y a des limites à cette... Donc il y a un vrai travail qui est fait formation par formation, en demandant aux enseignants-chercheurs qui sont autour ou enseignants qui sont autour de la table, de publier en amont les critères sur lesquels ils vont baser leurs décisions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, etc. Voilà, donc on peut progresser, il faut progresser le plus possible, mais plus on essaye de progresser, la limite de ça, c'est que plus vous progressez, plus vous allez vers une gestion à la feuille Excel, parce que à la fin, ça veut dire que les enseignants-chercheurs, pour se protéger, ils vont dire, en fait, je prends les notes de machin, je les pondère par tel coefficient, hop, et c'est fini. Et c'est pas ça qu'on veut. Je veux dire, on veut une gestion qui soit une gestion par les hommes et les femmes, parce qu'ils ouvrent les dossiers des étudiants et qu'ils sachent en gros ce qu'ils veulent faire. Donc c'est à ça qu'on est confronté. Cette plateforme Parcoursup, ce n'est qu'une plateforme. Évidemment, elle joue un rôle qui est fondamental, et c'est aussi un moment de stress pour les familles et pour les bacheliers. C'est évident, je suis sûr que vous l'avez vécu, voilà. Évidemment que ça, je reviens, mais quelle que soit la plateforme, quel que soit le mécanisme, c'est le moment de saut, entre guillemets, entre le monde, le cocon
cocon ou pas, mais enfin qui est le monde du lycée vers le monde de l'enseignement supérieur, vers l'inconnu, avec des questions, avec des orientations, des choix d'orientation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, voilà. Moi, j'ai un fils qui est en terminale. Voilà. Je me pose les mêmes questions que tout le monde, et lui-même, je veux dire, enfin, voilà, il a fait 10 choix qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours, je ne sais pas. Donc, évidemment que c'est un choix, mais ce n'est pas la plateforme, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est aussi consubstantiel à ce moment de la vie. Ce qui est fondamental, il me semble, c'est qu'il faut laisser aux jeunes la capacité de se tromper et la capacité de recommencer. Aujourd'hui, vous avez de mémoire 1 million de jeunes sur la plateforme Parcoursup qui sont inscrits, c'est beaucoup. Il y en a plus de 200 000 qui sont en réorientation. Et je pense que c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont fait soit un début de première année, puis ils sont partis faire autre chose parce que ça ne leur plaisait pas, ou ils ont une reprise d'études, ou ils ont fait un premier cycle et ils veulent reprendre, etc. Ben, je crois qu'il faut pas compter ça comme un échec. Je veux dire, ça, c'est fondamental. Il faut dire, c'est pas un échec, c'est simplement, ben voilà, le choix s'affine avec le temps. Et peut-être que leur licence, elle va pas se faire en 3 ans, elle va peut-être se faire en 4 ans. Et c'est leur licence ou autre chose. Et c'est pas grave. Je veux dire, enfin, il faut donner ce temps de choix. C'est vraiment fondamental. L'autre sujet, enfin, je veux pas être trop long sur le sujet, mais on a un autre problème fondamental dans l'accès au supérieur. C'est qu'on demande aujourd'hui aux universités, aux BTS, on leur demande l'impossible. Le taux de succès moyen au baccalauréat, je vais dire une bêtise, doit être de 94,5%. Moi, je veux bien, mais ça veut dire que on arrive au baccalauréat, enfin, on arrive post-bac avec des étudiants, un certain nombre d'étudiants qui arrivent et qui sont mal ou peu formés. Et on les envoie dans nos universités. Et après, on dit aux universités, ben, vous êtes vraiment nuls, vous n'êtes pas capable de leur faire passer une licence en 3 ans. Mais pardon, je vais vous donner juste des statistiques brutales. Les bacheliers professionnels, qui aujourd'hui ont le droit, après un bac professionnel, de s'inscrire à l'université mécaniquement. Taux de succès moyen de 4%. 4%. 4%. On envoie ces jeunes à l'abattoir. Hein, donc 4%. 20% d'entre eux ont une difficulté à lire, comprendre, rédiger des textes simples. Et je veux dire, après, moi je veux bien qu'on fasse le procès des universités en disant vous êtes nuls, vous n'allez pas y arriver. Mais on voit bien qu'il y a un problème. Je ne suis pas du tout dans une logique de dire qu'il faut interdire aux jeunes de faire des études supérieures, vraiment pas. Mais je pense qu'il faut renforcer à un moment ou à un autre. Et je pense que le Premier ministre a mis en avant plusieurs fois cette idée de propédeutique. C'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, qu'on arrive à mobiliser des ressources. Ça peut être une propédeutique qui se fait au lycée, ou une propédeutique qui se fait comme une espèce de première année au niveau de l'université. Ça a déjà été fait par Frédérique Vidal quand elle était ministre, avec l'idée de faire des WICI, c'est-à-dire en gros on accepte les gens à l'université, mais on leur dit votre licence, vous n'allez pas la faire en 3 ans, mais en 4 ans, etc. C'est très difficile à faire accepter. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller plus loin et être un peu plus coercitif sur le sujet. Mais on n'arrivera pas à résoudre ce problème simplement en se disant... je sors un peu de mais on pousse le sujet en avant. C'est-à-dire qu'on dit, en gros, on fait passer des lycéens en permanence à la classe suivante, et puis à un moment donné, on les pousse dans l'enseignement supérieur. Ceux qui sont plus en difficulté ne trouvent pas de place en BTS, ne trouvent pas de place en IUT, on les envoie à l'université, ça ne peut pas marcher, quoi. Il y a un vrai sujet de fond. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le résoudre là. C'est un sujet plutôt de campagne présidentielle, mais on a un sujet. Alors, les autres J'ai pas parlé des études de santé, excusez-moi. Études de santé, très rapidement, c'est un enjeu qui est un enjeu là aussi absolument fondamental. Je vais être très clair aussi. Je pense qu'il faut effectivement développer de la formation dans chaque département, parce que c'est un moyen de former des jeunes qui après resteront pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Ça ne va pas résoudre notre problème pour l'année prochaine, parce que, vu le temps de formation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Notre engagement, c'est d'avoir au moins une première année d'études de santé dans tous les départements. Alors, ça peut être des formations qui sont des formations en ligne, ça peut être des formations qui vont être... et il y en a qui marchent très très bien.
Ça peut être des formations qui peuvent être des formations au sein des IFSI, donc des instituts de formation pour les cadres, pour les infirmières et les cadres de santé, où on pourrait faire une première année aussi pour les études de médecine. Donc on va essayer de développer ça partout sur le territoire. C'est facile à faire pour la première année, c'est plus compliqué à faire pour les 2 années suivantes de premier cycle parce qu'il y a la formation, etc. Donc, mais on va le faire. Il faut vraiment arriver à développer ça. C'est parce qu'on en a besoin partout sur le territoire. Donc, voilà. La question fondamentale pour les présidents d'université, c'est que, et c'est vrai pour les études de santé, c'est vrai pour toutes les formations de proximité, tout le monde est conscient du fait que c'est ça qu'il faut faire pour les jeunes, parce que c'est un moyen d'ascenseur social, d'ouvrir la carte de formation à tous les jeunes d'un territoire, etc. Ça coûte cher. Parce que, alors, vous pouvez faire des formations en ligne, mais elles ont quand même souvent leurs limites. Ça veut dire qu'il faut faire des antennes universitaires. Donc, et très souvent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des déplacements, du matériel. Il n'y a pas que les locaux. C'est-à-dire, il y a évidemment les locaux et très souvent les régions, les collectivités sont là pour aider. Mais il y a aussi le matériel pédagogique, les déplacements, etc. Enfin, ça coûte de l'argent. Et puis, il y a une forme de schizophrénie aussi, c'est qu'à côté de ça, pour la recherche, on a tendance à concentrer les ressources sur les grandes métropoles. Parce que la recherche a besoin de concentration, a besoin de pluridisciplinaire, a besoin de grands pôles qui sont forts. Et donc, on est schizophrène sur cette question-là. Et la réponse, c'est des budgets. C'est mobiliser des budgets en région pour faire des antennes. Merci. Alors, Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Dans son introduction, je pense que c'était le premier point, notre Présidente a mentionné le retard de la France de manière générale dans la recherche. Si on prend, alors c'est évidemment un indicateur extrêmement imparfait, mais la part du PIB consacrée à notre recherche. Donc vous évoquez régulièrement les 19 milliards comme une forme de réassurance politique sur le budget de la recherche, mais de fait, au regard de notre richesse, on devrait faire mieux. Et comme on est quand même très soucieux des questions budgétaires, on a vu aussi s'accumuler, se succéder les coups de rabot ici, les gels là, les suppressions de budget encore récemment. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que pour une partie de la communauté scientifique, l'initiative vis-à-vis des chercheurs américains a pu être mal perçu, non pas du fait d'accueillir évidemment des collègues américains, mais qui est quelque chose qui soit... on parle de la recherche quand il s'agit d'accueillir nos collègues américains, mais quand il s'agit de bien traiter la recherche française, il y a un sentiment parfois de mépris, vous le savez, parmi la communauté scientifique et les acteurs de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que vous mentionnez le climat, la biodiversité, tous ces enjeux-là. C'est quand même aussi les missions 190, 192 qui ont le plus été rabotées, notamment dernièrement. Et c'est vrai que ces coups de rabot, alors certes, quand on dit 19 milliards, on a l'impression qu'on a une sorte de manne sans limite pour chercher. C'est aussi sur ces budgets-là qu'il y a parfois de la flexibilité, qui permet la liberté, qui permet d'investir, comme vous le dites, sur des programmes de recherche peut-être moins, peut-être plus libres, y compris dans les résultats. Alors c'est vrai que la recherche, vous l'avez dit, c'est de l'innovation, incontestablement. On est souvent bon sur les brevets, sur une partie de la recherche, pas toujours dans la transformation industrielle de notre recherche. Il y a quand même à un moment donné une attractivité qui n'est plus là et qu'il faut trouver à recréer. C'est des solutions aux grands défis, incontestablement, qui sont devant nous. Et puis c'est de la démocratie. Vous l'avez dit sur la liberté de la recherche. Sans recherche, sans vérité scientifique, on a un débat qui part dans tous les sens et qui, de fait, nous sort du jeu démocratique. On le voit aux États-Unis. Et malheureusement, ça n'est pas que les États-Unis. Il y a quand même des effets de diffusion, y compris, on le voit dans le débat en France parfois ou en Europe, des risques qui sont là. Donc, deux choses. Un, comment, au fond, dans les budgets qui viennent, on arrive quand même à mieux sanctuariser les domaines de recherche que vous avez mis en avant. C'est quand même un enjeu majeur. Deux,
On le voit sur l'enseignement supérieur, quand on regarde depuis 10 ans, on a une baisse quasiment de 25% de l'investissement public par étudiant. C'est considérable. C'est quand même là que se joue l'avenir d'une économie dynamique, compétitive et d'une société plutôt à l'aise avec elle-même. Donc comment on fait, au fond, pour réinvestir? C'est quand même aussi une exception française. Quand on regarde dans le reste de l'Europe, on tient l'investissement par étudiant sur les grandes écoles, mais à l'université, ça baisse considérablement. Ça a commencé, je crois, en 2012, 2013, 2014. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Et puis j'aurais une dernière question, si vous me le permettez. Ce qu'on en voit exploser comme recherche aux États-Unis, on en a beaucoup parlé. Au fond, ce qui est en train de se passer, ce sont des autodafés numériques. Si c'était encore sous forme de papier, ils les brûleraient. Donc, mais il y a une explosion de la recherche sur la géo-ingénierie en matière de climat, avec des start-up dans tous les sens. Et il n'y a aucun cadre de régulation de la géo-ingénierie au niveau européen ou au niveau international. Et on est en train de faire à peu près n'importe quoi sur le climat de ce point de vue-là, avec des risques de conflits régionaux ou mondiaux considérables autour de la géo-ingénierie. Et donc comment la France pourrait aussi, on est les 10 ans de l'accord de Paris, prendre peut-être des initiatives autour de l'encadrement de la recherche sur cette géo-ingénierie qui peut s'avérer extrêmement dangereuse au-delà d'une vraie diversion des ressources sur d'autres secteurs plus sérieux. Merci. Merci Yannick. Anne-Catherine Loisier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, alors moi j'aurais 3 points peut-être complémentaires à tout ce que vous avez déjà évoqué. D'abord sur le volet de l'apprentissage, on a eu beaucoup de débats sur, je dirais, les bienfaits de l'apprentissage en enseignement supérieur et qui favorise le lien qui a été évoqué entre finalement l'entreprise et la formation de nos jeunes. Donc voilà, comment appréhendez-vous les perspectives en ce sens? Pour revenir sur le spatial, où en est notre constellation de satellites européenne? Est-ce qu'elle avance quand même dans un sens positif? Et puis enfin, une petite question, j'allais dire subsidiaire, mais qui ne l'est pas, mais en tant que... je suis chargée dans le cadre de l'OPEX d'une mission sur le collisionneur de particules, le futur collisionneur de particules du CERN, donc un sujet de recherche majeur. Et donc voilà, quelle est la position à ce jour du ministère sur ce sujet? Merci. Oui, ça fait du bien. Donc on va terminer avec Pierre Cuypers et Alain Châtillon. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question rejoint un petit peu ce qui vient d'être évoqué, notamment, Monsieur le Ministre, sur le spatial, mais je voudrais vous remercier pour la qualité et la clarté de vos propos. J'ai beaucoup apprécié. Mon sujet concerne les communications et justement l'effet des satellites. J'habite à 70 km de Paris et je dirais un quart du temps, un tiers du temps, je n'ai pas d'Internet, j'ai une fracture numérique qui ne me permet pas de travailler correctement et je suis obligé de me déplacer dans des endroits pour pouvoir le faire. Alors j'ai cherché toutes les solutions et j'en ai trouvé une. Vous voyez laquelle? J'en ai peur. Et c'est venu hier chez moi. Mais j'ai faire une contre-proposition. J'ai commandé par Internet Starlink. Eh oui. Starlink est arrivé par la poste. Je l'ai installé en un quart d'heure. J'ai posé ça sur ma pelouse, puisque je suis à la campagne. J'ai branché le câble, je l'ai orienté à 120 degrés. Et j'ai multiplié par 20 ma capacité de relation. Oui. Alors, ma question est la suivante. On devient dépendant du reste du monde, notamment des États-Unis. On est de plus en plus vulnérable. Nous sommes d'une fragilité extraordinaire. Alors, est-ce qu'au ministère de la Recherche, vous envisagez de rattraper ce retard, de le dépasser, ou est-ce que c'est impossible, ou est-ce qu'à jamais, nous sommes condamnés à subir ce que nous n'avons pas été capables de faire en son temps? Merci. Et je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Cuypers, puisque Patrick Chess pourrait acquiescer aussi. Nous sommes allés à Mayotte. Et Patrick, qu'est-ce qu'on a vu? Starlink de partout. Oui, on l'a acheté. Ouais. Oui. Oui. Mais bon, quand même, ça dénote aussi quelque chose. Alain Châtillon, et après on vous laissera répondre, monsieur le ministre. Bien sûr. Oui, monsieur le ministre, on a parlé de recherche, c'est très bien,
mais il faut utiliser cette recherche. Oui. Il existe des territoires d'industrie en France. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une relation plus forte entre la recherche et les territoires d'industrie? Je vous cite un cas concret. Nous avons créé en 2008 un territoire d'industrie et qui regroupe les entreprises agroalimentaires du Grand Sud, c'est-à-dire 470 entreprises. Et nous avons là, depuis 2008, une relation forte avec tous les centres de recherche et ça marche bien. Donc, est-ce que, si vous voulez, il n'est pas aujourd'hui nécessaire d'avoir plus de relations avec les territoires d'industrie et s'appuyer bien sûr sur les structures existantes dans nos territoires? Merci Alain. Donc voilà, Monsieur le ministre, je vous propose de répondre à ces questions et puis la conclusion, si vous le souhaitez également. Peut-être revenir sur les éléments, sur le budget. Je reviens peut-être sur les questions de la DIRD. Comme je le mentionnais initialement, comme vous le savez, la DIRD correspond, il y a deux éléments. Il y a l'investissement public et puis il y a l'investissement des entreprises. C'est vrai qu'on est un peu en deçà de nos partenaires allemands, par exemple, ou de la moyenne de l'OCDE sur l'investissement public. On est très en retard sur le privé. Donc je voudrais quand même dire que notre organisation, les grands équipements font que aujourd'hui, on a une recherche en France qui est une recherche qui est quand même assez compétitive. Il y a quand même des secteurs, j'ai mentionné les maths, mais ce n'est pas le seul, où on est très 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 bon. Des grands équipements de physique qui sont absolument uniques au monde, des investissements à travers les investissements d'avenir qui font qu'on a des laboratoires ou des équipements qui sont absolument très attractifs, une place dans les publications en moyenne qui est en recul ces dernières années, mais il faut voir les montées aussi mécaniques de la Chine donc, sur les sujets et d'autres pays d'Asie, donc qui globalement se défend et se défend plutôt bien. Je ne dis pas que tout va bien dans le monde de la recherche, mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas non plus tomber dans une sinistrose de la recherche académique. Ce n'est pas le cas non plus. C'est vraiment pas le cas. Je pense qu'on a une vraie recherche de qualité aujourd'hui, qui est peut-être parfois hétérogène, avec des difficultés à un certain nombre d'endroits, c'est vrai, mais c'est voilà. Globalement, on investit sur la recherche aujourd'hui 20 milliards par an. C'est quand même pas... Je prends en gros les salaires je prends ce qu'on met aux universités. Je coupe en deux, je vous donne le mode de calcul, c'est tout ce qu'on met directement sur la recherche, sur le programme recherche, puisqu'on met sur l'enseignement supérieur et la recherche, donc les universités, où on coupe en deux en disant que le salaire d'un enseignant-chercheur, il va à moitié pour l'enseignement sup, moitié pour la recherche. Donc c'est ça, grosso modo, en mettant les programmes de l'ANR, etc., la recherche duale, tout ça, c'est 20 milliards par an. C'est pas rien, je veux dire, en termes de politique publique. C'est quand même des budgets qui sont quand même pas complètement négligeables. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment efficace dans l'utilisation, etc. C'est vrai, mais c'est quand même de l'investissement significatif. Donc, la loi de programmation recherche, elle a donné ses premiers effets. Je pense qu'il faut aussi la sanctuariser, être sûr qu'on va continuer à réussir à faire l'effort qui est l'effort demain. Je crois que c'est la volonté très claire du président de la République depuis longtemps sur cette question-là. Il faut qu'on y arrive. Et puis, il faut qu'on arrive à accompagner aussi les industriels pour investir plus dans la recherche. Et ça me permet de rebondir aussi sur votre question, parce qu'il y a quand même toute une partie de notre recherche qui est à la fois une recherche académique, libre pour la quête de connaissances, mais qui a aussi vocation à nourrir nos industriels. Et moi, j'assume ce côté, entre guillemets, de recherche appliquée, une recherche qui est au service de l'innovation, au service du transfert. Donc oui, bien sûr, les territoires d'industrie, il faut s'appuyer dessus. On s'appuie aussi sur les IRT, sur les pôles de compétitivité qui sont... sur les SAT qui sont dans les territoires. Donc il faut absolument faire ça, il faut mailler mieux. Il faut aussi que quelque part les industriels nous donnent leurs priorités, ce qui n'est pas toujours simple pour eux, pour savoir en gros quelles sont les priorités et comment aussi on nourrit de la recherche et des programmes de recherche amont avec eux là-dessus. Donc voilà, sur le budget, à la fois je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, mais c'est pas non plus une misère. Ce qui maintenant, si je viens aussi sur votre question sur le budget de l'enseignement supérieur par étudiant, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que l'investissement qui a été l'investissement par étudiant, alors là sur les questions vraiment d'enseignement supérieur, j'oublie les questions de recherche, a baissé avec
la vague démographique, on est encore dans le haut de la vague démographique étudiante dans les universités. Et c'est vrai que ça a eu deux effets. Ça a diverti une partie du flux aussi vers l'enseignement supérieur privé qui s'est développé de manière assez massive, en particulier avec l'apprentissage. Je reviendrai là-dessus à côté, qui souvent est de bonne qualité, mais enfin ça s'est développé massivement. Et puis, d'autre part aussi, ça a eu des effets sur les populations au sein des universités, avec peut-être plus de vacataires, beaucoup plus de de professeurs agrégés qui sont dans le supérieur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, qui s'occupe beaucoup du premier cycle, mais ça a changé un petit peu la sociologie des universités, cet effet-là, au cours des 10 ou 15 dernières années. Donc voilà, cet effet de vague démographique est encore là pour 4-5 ans en première année, puis après va retomber progressivement avec l'affaissement démographique. Mais je partage avec vous ce constat. Peut-être pour rebondir sur les questions d'apprentissage. L'apprentissage, enfin, moi, c'est quand même un grand succès en termes de politique publique. Alors on peut dire qu'on l'a payé trop cher, etc. Mais en termes de politique publique, ça répond vraiment à un besoin des étudiants, des familles, des entreprises. Donc voilà, c'est vrai avant le bac et c'est vrai après le bac. Cet apprentissage, quand on a ouvert les vannes de l'apprentissage, a fait exploser le nombre de formations privées, en particulier du privé lucratif, sur l'enseignement supérieur. La plupart de ces formations, il y a aussi beaucoup d'apprentissage dans les universités, dans les écoles, classiques. Globalement, c'est un vrai succès. Après, effectivement, on a vu aussi un certain nombre de formations privées lucratives qui se sont développées, qui étaient, opportunistes pour dire le moins. On en a eu, on en a vu, avec des formulations, avec aussi d'autres qui étaient même carrément frauduleuses. Enfin, je veux dire, vous avez aujourd'hui, et on a un vrai enjeu de régulation de l'enseignement supérieur privé, qui est un enjeu nouveau pour le ministère, parce que il y avait pas, c'était très marginal avant, c'est devenu significatif aujourd'hui. Et d'ailleurs, je reçois dans quelques minutes au ministère l'ensemble de l'enseignement supérieur privé pour discuter justement de l'avenir de la régulation. Et en particulier, je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre avoir un projet de loi pour retoiletter l'ensemble des dispositifs existants pour la régulation de l'enseignement supérieur privé. C'est un maquis de textes qui date, les plus anciens datent de 1880, quelque chose comme ça, qui sont superposés les uns avec les autres, donc c'est assez illisible, incompréhensible. Il faut remettre les choses à plat proprement. C'est l'objet de ce qu'on va proposer. Mais l'apprentissage, et je crois, est vraiment une chance pour tout le monde. Il faut nettoyer les trucs qui doivent être nettoyés, c'est-à-dire des gens qui ont fait des formations qui sont vraiment trop légères, et on le fait avec le ministère du Travail de manière, je crois, assez efficace, en révisitant le label Calliope, mais on avance. Peut-être une réponse rapide sur le CERN. C'est un programme... avant de rentrer dans le détail du programme... C'est une révolution au sens... Le CERN, la version précédente du CERN, entre guillemets, chassait le boson. C'est-à-dire qu'il y avait le boson de Higgs, donc une théorie qui disait en gros, il y a un boson et on veut démontrer son existence à travers des expériences. Alors, on ne photographie pas le boson parce qu'il n'est pas photographiable, mais par contre, à travers la répétition d'expériences, on a une preuve statistique avec une probabilité élevée, enfin très très élevée, que le boson, à un moment donné, existe. Et c'est ça qui a permis d'établir effectivement la présence du boson. Donc, c'est-à-dire quelque part, on a une théorie et que derrière cette théorie, on a une partie expérimentale qui vient quelque part confirmer la théorie. Là, on est dans une logique qui est autre, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de modèles qui sont mis sur la table pour la suite de la physique, pour aller plus loin. On ne sait pas trop. Et ce que disent aujourd'hui nos collègues du CERN, c'est, je vais caricaturer à très grand trait, je ne suis pas physicien moi-même, donc j'en parle avec pudeur. C'est grosso modo, on va avoir des équipements qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, mettre beaucoup plus d'énergie, et à travers ça, on va avoir des phénomènes qui vont nous permettre de nous guider sur la théorie. Donc quelque part, on est en train d'inverser le... Bon.
Derrière, c'est des investissements qui sont massifs. Ce dont on est en train de parler derrière le CERN, alors qui vont sur plusieurs décennies, mais c'est des investissements qui sont de l'ordre de 60-70 milliards dont on est en train de parler aux gens. Alors, pas que pour la France, mais quand même une partie française significative, hein, ouais, vraiment significative. Bon, je pense qu'il y a une vraie question, à savoir en gros, est-ce qu'on veut y aller, est-ce qu'on veut ne pas y aller, avec qui on y va. Il y a des projets qui se font en Chine, qui sont en compétition aujourd'hui sur ces questions-là. Il faut avoir conscience du fait que ça sert une communauté scientifique très étroite. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on met 70 milliards en Europe, enfin essentiellement en Europe, pour une toute petite communauté de recherche. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est 70 milliards d'euros, c'est 70 milliards d'euros qu'on ne mettra pas sur la biologie fondamentale ou sur... voilà, donc et c'est légitime qu'on ait cette discussion et cette question-là. Voilà, il faut arrêter, mais on a encore quelques années hein, pour instruire. On est encore dans une phase d'instruction de l'avenir du CERN aujourd'hui. Mais c'est une question qui est absolument essentielle et au niveau européen et au niveau de... Voilà. L'Europe concentre aujourd'hui, et la France en particulier, énormément de grands équipements de physique. C'est à la fois une force pour nous, parce que c'est très attractif, hein, très attractif. C'est aussi un coût qui est considérable. Pour des communautés qui sont des communautés, encore une fois, assez étroites. Mais voilà. Starlink et Iris Square, parce que c'est le même sujet, hein, c'est Starlink... Et je comprends votre problème, je comprends bien votre problème. Je compatis. Alors la bonne nouvelle, c'est que OneWeb, qui est le compétiteur de Starlink, qui est le produit d'Eutelsat, alors je ne sais pas qui va le commercialiser pour le grand public, ça je ne l'ai pas encore, mais enfin la constellation est en train de se mettre en place, donc on va avoir on a déjà aujourd'hui disponible aujourd'hui déjà, alors plutôt pour les professionnels ou pour la défense, mais on a déjà aujourd'hui un équivalent qui n'a pas tout à fait les mêmes performances, etc., mais on a un équivalent. Cet équivalent, est-ce qu'il est capable de monter en puissance et d'être un compétiteur direct de Starlink immédiatement? La réponse est non. Je veux dire, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, c'est pas le même nombre de satellites, etc. C'est pas les mêmes investissements, mais par contre, ce sera disponible. Donc déjà, vous pourrez vous débarrasser voilà. Je vous conseille de rendre aussi votre Tesla dans je m'égare. Mais c'est ça pour les champs de betteraves. C'est ça. Bon, donc voilà, c'est le même sujet pour Iris Square. Eh oui. Donc Iris Square, qui est la suite, hein, qui doit s'articuler avec cette constellation d'Eutelsat et de OneWeb, hein, tout ça doit être complètement cohérent et c'est la suite. Elle doit permettre d'avoir un accès qui est cette fois-ci un accès sécurisé au sens gouvernemental et pour des applications de défense. C'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ukraine, si vous n'avez pas Starlink, c'est un véritable problème. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, un homme a un poids dans ces débats qui est totalement disproportionné. Et donc c'est un vrai... cet investissement est indispensable. Et la France a beaucoup poussé, hein, je veux dire, contre vents et marées partout en Europe sur ce sujet. Je crois que malheureusement, le conflit en Ukraine démontre que nous avions sur ce point raison. Voilà, il me semble... Peut-être juste pour terminer, quand même, parce qu'il y a une question sur le mot de les chercheurs aux États-Unis qu'on accueille, c'est un divertissement de l'argent public. Je veux quand même dire que on accueille en fait traditionnellement, si vous regardez un concours du CNRS ou l'INRIA ou l'INSERM, etc., ça dépend des concours de chercheurs, etc., mais vous avez des concours qui accueillent 60% de gens, enfin, les lauréats sont pour 60% des gens qui n'ont pas fait leur thèse en France. Ce que je veux dire, c'est que la culture d'avoir dans nos laboratoires de recherche toutes les nationalités du monde, et c'est très bien, elle est fondamentale. Vous avez des gens qui viennent d'Afrique du Nord, des gens qui viennent d'Italie, des gens qui viennent des États-Unis, des gens qui viennent de partout. Et donc, le fait d'accueillir quelques centaines de chercheurs américains en plus, alors à la fois on y met des budgets en plus et on essaye de les diriger, et c'est visible, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus quelque chose de radicalement différent de ce qu'on fait au quotidien dans les labos.
Donc voilà, c'est à la fois très nouveau, c'est la circulation normale des cerveaux. Voilà. Donc je pense, et on n'en a pas du tout parlé, que ce qui se passe aux États-Unis va aussi avoir un impact sur l'enseignement supérieur et sur l'attractivité aujourd'hui. Je pense que nous avons tous vécu dans cette salle avec un rêve américain, qui était le rêve des universités américaines, qui étaient des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ces universités fassent autant rêver que précédemment. Et donc, c'est probablement un bouleversement des flux. Il faut aussi, ou peut-être qu'on se saisisse de cette opportunité. Oui, parce que, juste pour compléter, est-ce qu'on ne risque pas, justement, on a déjà du mal à avoir des élèves qui aillent dans les filières scientifiques, mais il y en avait beaucoup qui projetaient de partir aux USA pour avoir les moyens de mener leur recherche. D'ailleurs, tous les prix Nobel qu'on a, ils sont tous passés par les États-Unis pratiquement, à quelques exceptions près. Oui. La plupart quand même. Oui. Et donc, est-ce que si ça dure, ça risque quand même de mettre un coup d'arrêt à la recherche mondiale. À la recherche mondiale. Mais c'est évident. Mais ça nous questionne aussi sur nos modèles. J'ai envie de dire, je ferais presque un parallèle avec les questions de défense. C'est-à-dire qu'on a été probablement, nous, Européens, un peu naïfs sur cette coopération totalement aveugle et totalement confiante. Encore une fois, qui pouvait imaginer il y a un an qu'on allait avoir un président des États-Unis qui disait ce qu'il disait d'Harvard. À Harvard, voilà, ou le NIH qui interdisait des mots-clés parce qu'il y avait le mot-clé diversité ou santé des femmes. Donc effectivement, on est rentré dans un monde qui est un monde que nous n'avions probablement, personne ne l'avait imaginé. Je pense qu'on peut se le reprocher. Personne n'avait imaginé ça. Je n'ai pas répondu sur la géo-ingénierie. Je pense que le terme derrière le terme géo-ingénierie recouvre des sujets qui sont extraordinairement différents les uns des autres. Ça va de la capture de CO2 et le stockage de CO2 en sous-sol, sur lequel il se trouve que j'ai quelques... on est sur des risques qui sont très très maîtrisés et vraiment connus, mais qui ne sont qu'un outil parmi de très nombreux autres pour lutter contre le réchauffement climatique et la production de CO2. Et puis d'autres sujets qui sont des sujets véritablement où je crois que je vais assez dans votre sens d'apprentis sorciers où les questions, les impacts de tout ça sont pas du tout mesurés. Et où on aurait besoin de régulations qui sont de régulations, non pas à des niveaux nationaux, mais à des niveaux internationaux. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que c'est faisable? J'ai peur de ne pas être très, très optimiste. Mais... Je vous remercie en tout cas. Non, écoutez, Monsieur le Ministre, c'est nous qui vous remercions pour votre première audition, en tout cas dans cette enceinte. Vous avez pu voir que nos collègues ont loué votre parole, vos interventions, fines et libres aussi. Et on vous en remercie et du temps que vous nous avez consacré. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne une photo ? Avec grand plaisir.